Well, it's Long John, Long John, he's long gone, long gone. Hey, Long John, he's long gone, he's long gone, long gone. Well, if I had listened, if I had listened, what the roses say, what the roses say, I could been at home, I could been at home. Then the roses say, and the roses. Intervenir un petit peu sur le déroulement de notre frontière. Alors, là, il va y avoir maintenant la présentation du professeur, Pierre, ensuite l'exposé, et je voulais vous dire, comme ils m'ont demandé un petit peu de réguler les questions, que si vous voulez, pendant l'exposé, préparez vos questions. S'il y a des choses qui vous interrogent, n'hésitez pas à écrire, parce qu'il faut que les questions soient courtes pour que le maximum de personnes puissent parler et qu'elles soient aussi faciles à traiter. Bonjour professeur Belfort, Robert Belfort d'ailleurs, je suis très content de vous accueillir parmi nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement. Vous avez rejoint, pour vous présenter, je vous précise que vous avez rejoint l'université de Winchester en 2021 en tant que directeur de l'Institut pour le climat et la justice sociale. Vous vous attaquez à l'injustice dans les communautés africaines continentales et de la diaspora. Vous avez écrit 8 monographies explorant l'interface de la religion, de l'ethnicité et de la justice sociale. Votre travail le plus récent est un projet d'action-recherche sur la décolonisation, la musique et la théologie. Thank you for this invitation. Thank you. Thank you to the organisers. Thank you for the people from the UK who have invited me also. It's a pleasure to be here in France. You have all the best wine. Donc merci beaucoup pour votre invitation, merci à tous les organisateurs de l'événement, merci à toutes les personnes qui sont venues du Royaume-Uni et qui m'ont invité aussi ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être ici en France aujourd'hui avec vous. Donc je vous dis que en France vous avez les meilleurs vins du monde, les plus belles femmes du monde et la meilleure architecture de l'univers. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, vous avez une histoire très problématique avec l'esclavage. On ne peut pas tout avoir. Et il faut que vous adressiez cette partie de votre histoire car c'est très important. Moi j'ai été à l'université à une époque où les chercheurs et les penseurs français étaient considérés comme les meilleurs chercheurs du monde. At the time, my presentation is entitled The Great Reparations Scandal? Question mark. And what I want to do is present 3 critical issues and 3 potential solutions. Et donc ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est 3 problèmes critiques et également 3 solutions potentielles. But first, let's remind ourselves of what reparations is. Et tout d'abord, rappelons-nous de qu'est-ce que sont les réparations. Reparations is, in its most simplest form, Donc la mémorialisation, dans sa forme la plus simple, c'est de réparer tous les dommages qui ont été causés en conséquence de la traite négrière transatlantique. there are 2 approaches to doing repair. Donc il y a 2 formes d'approche à ces politiques de mémorialisation. La première, c'est en se concentrant sur le mal et les dommages qui ont été causés. Et la deuxième, c'est en se concentrant sur la réparation. Donc la toute première approche, celle qui se concentre sur les dommages qui ont été faits, elle cherche à savoir comment est-ce qu'on répare les dommages qui ont été causés, tandis que la deuxième, l'approche réparatrice de la mémorialisation, comment ces réparations peuvent être faites. I have spent the last 20 years Moi, j'ai passé les 20 dernières années à me concentrer sur l'approche des dommages, qui vise à réparer les dommages qui ont été faits. Et ma question principale, c'était combien est-ce que l'on doit à ces personnes financièrement qui ont été des victimes de la traite négrière transatlantique. I
I want to suggest 3 dangers. One is about the history, the second is about the politics, and the third is about the money. Donc le premier, c'est par rapport à l'histoire, le deuxième, c'est par rapport à la politique, et le troisième, par rapport à l'argent. It is very important. Donc pour la partie historique, le plus important à comprendre pour faire des réparations, c'est de comprendre l'histoire. Dans mon contexte, au Royaume-Uni, le mouvement moderne que l'on considère, il a commencé avec Marcus Garvey. We also focus on the Rastafari movement. On se concentre également sur le mouvement Rastafari dans les années 60-70 qui a commencé les réparations dans les Caraïbes. Donc au début des années 90, une grande conférence internationale sur les réparations a été organisée au Nigeria. Et cette conférence avait pour but de créer la première organisation de réparation internationale au monde. Donc la déclaration de Durban était la première action qui a été organisée en partie par l'ONU et qui appelait à des réparations au niveau mondial. L'Église anglicane a décidé qu'ils allaient payer des réparations et qu'ils allaient créer des associations afin de pouvoir participer à ces réparations. Mais ils n'ont consulté aucun historien, ils n'ont consulté aucun membre des mouvements de réparation ou des groupes et des communautés parce qu'ils voulaient contrôler cette histoire. Le deuxième problème dont j'aimerais que vous soyez conscients, c'est chiffrer ces réparations, la somme. Dans ce film, nous sommes appuyés sur des lois qui parlaient de la compensation et nous avons tenté de savoir combien le Royaume-Uni devait pour la traite négrière. Donc nous avons utilisé 3 mesures, la souffrance des paiements, les paiements injustes. Nous avons donc calculé que le Royaume-Uni devait 7,5 millions de milliards de livres sterling. Donc quand les Américains ont fait les mêmes calculs, ils ont trouvé le chiffre de 18 millions de milliards de livres sterling. Qu'est-ce que vous devriez faire pour faire des réparations de façon efficace? Dans un premier temps, soyez sûr de connaître les raisons des personnes noires. Les traditions noires radicales sont antiracistes, anti-classe et anti-sexistes. Malcolm X Donc Malcolm X a dit à la fin de sa vie, alors qu'il était devenu un musulman plutôt modéré, que les Noirs et les Blancs devaient travailler tous ensemble pour résoudre les problèmes des États-Unis. On doit évidemment travailler en étroite collaboration avec les groupes de personnes noires ici, mais elles sont celles qui dirigent et vous suivez. Donc dans un deuxième temps, on va parler des calculs, des sommes qu'il faut faire. En quelques minutes, je vais vous montrer un extrait du film que j'ai réalisé en 2005 où nous faisons des calculs mathématiques et donc j'espère que vous allez pouvoir suivre. Je vais vous donner un exemple de nos calculs. Donc on va vous poser des questions. Déjà, combien d'esclaves vous possédez? 4 millions d'Africains en esclavage. Nous avons calculé que chaque esclave aurait eu 10 livres sterling par an. Donc on a multiplié ça par le nombre d'esclaves qui ont été pris en Afrique et on y a ajouté les intérêts que l'on ajoute lorsqu'on fait ce genre de calcul en compensation. Et donc les premiers calculs, on a trouvé une somme d'environ 3,5 milliards de livres sterling. So, in conclusion, je vais vous dire que s'il vous plaît, apprenez de notre exemple. Reconnaissez la mémorialisation qui peut être faite, travaillez avec les groupes dans les communautés, faites les bons comptes et évitez la capture par les élites. Merci. Est-ce que cette réparation a commencé en Angleterre? yes and no. Oui et non. Yes, because people are talking about it
acting and paying some money. Oui, parce que les gens ont commencé à en parler, ont commencé à agir et ont commencé à donner de l'argent. But no, because they are not using the reparations accounting and they are not using the proper processes of community dialogue. Mais non d'un autre côté, parce qu'ils ne sont pas en train d'utiliser les bonnes méthodes de calcul et les bons dialogues avec les communautés. So I call it conversation earlier, you said that there's a matrix from the Fractal report. Donc en parlant des calculs qu'il faut faire, on a eu cette conversation, vous avez mentionné le groupe Baratel qui a trouvé des chiffres différents, et donc ma question c'est, dans les matrices qu'ils ont utilisées, pourquoi vous n'avez pas utilisé les mêmes moyens? I think what we're dealing with is 3 separate legal Donc oui, donc je vais vous donner 3 raisons, notamment du point de vue de la loi, pourquoi cela est différent. Il y a 3 endroits principaux qui ont fait ces calculs. Donc il y a les Caraïbes, l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc c'est des endroits très différents, donc c'est normal qu'il y ait des variations. Mais ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi les chiffres trouvés en Amérique se trouvent là, tandis que ceux de Grande-Bretagne se trouvent là, et ceux des Caraïbes ici. Et donc on pourrait tous se demander pourquoi les chiffres sont si bas. Et moi ce que je pense, c'est qu'ils croient que c'est le meilleur qu'ils peuvent faire. They feel this is the best that they can do. This is the best that they can accomplish. Another way of thinking about this is play football, Liverpool, Paris Saint-Germain, Marseille. Ou si vous êtes amateur de football dans la salle, on pourrait dire que tout en haut se trouve l'équipe de Liverpool, ensuite le PSG et puis l'OM tout en bas. Juste une petite précision sur les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure sur les réparations. Monsieur Bedford parlait de 18 trillion en anglais, en fait c'est plutôt 18 000 milliards. Alors ça rend, c'est moins choquant que 18 millions de milliards, mais ça rend quand même accessible, un peu plus accessible. Voilà, ça c'est le maximum qui a été estimé par les Américains. Qui dit réparation, ça veut dire que bon, c'est un petit peu comme un procès. Dans un procès, il y a des accusés responsables et il y a des victimes. Et ce sont donc les accusés, les responsables qui vont devoir payer les dommages aux victimes. Alors ma question c'est qui sont, comment on va identifier, est-ce que c'est ce sont des personnes ou bien est-ce que c'est un collectif, parce que c'est un peu compliqué. Et puis pour les victimes, qui sont ces victimes? Est-ce que ces victimes vont être identifiées des personnes physique, ou bien est-ce que c'est un collectif, et le collectif, le dommage peut être donné à la nation qui va être privée de ses bras et de sa vitalité parce qu'on a pris des personnes, ou est-ce que c'est les descendants des esclaves qui sont dans un pays et qui vont être dans des conditions de vie qui vont être plus difficiles que ceux qui les ont pris en esclaves. Voilà. Donc merci beaucoup pour la question. Je vais répondre en 2 parties. Tout d'abord pour vous dire que l'on a des traces, on a des livres qui recensent la majorité des esclaves qui ont été capturés en Afrique et envoyés dans le reste du monde. In Britain, we now have a database. Donc, par exemple, en Angleterre, nous avons des bases de données de toutes les familles qui ont été compensées à l'époque en Grande-Bretagne, à partir de 1838, pour avoir détenu des esclaves. We are now compiling another database. De construire une nouvelle base de données de toutes les familles qui ont détenu des esclaves au Royaume-Uni. I have focused on the harm, other people focus on the repair. Je me suis concentrée sur le mal qui a été fait, d'autres se concentrent sur la mémorialisation. So it's not just the case of victims
or people being accused. Donc ce n'est pas seulement des victimes et des accusés. Just to give you an example of how Et donc je vais vous donner un exemple de comment tout cela fonctionne. Donc je vais m'appuyer sur un exemple de l'Université catholique de Washington aux États-Unis en 2015. Georgetown University L'université de Georgetown a été construite sur le commerce de plus de 200 000 esclaves. in 2015 En 2015, des étudiants ont demandé mais où sont les traces, où sont les livres avec tous ces chiffres et les descendants d'esclaves, on a envie de les payer aujourd'hui. L'université a répondu que tous ces fichiers avaient disparu, ils avaient été envoyés au Mississippi dans le pire des endroits. which was the worst place, but the students didn't give up. Mais les étudiants n'ont pas abandonné et ils ont engagé un historien qui a trouvé plus de 6000 descendants de tous ces esclaves dont apparemment on n'aurait eu aucune trace. Et donc aujourd'hui, cette université, elle a donné $1 milliard pour payer la scolarité des étudiants qui sont des enfants de descendants d'esclaves. So it's an example Et donc c'est un exemple d'un endroit où ils ont cherché, ils ont trouvé et ils ont pu créer un plan pour la guérison. Mais en tant que descendante d'esclaves, je suis quand même un peu choquée. Parce que j'ai l'impression de revoir le marché d'esclaves. Combien coûte-t-on? Et ça me choque un petit peu. J'aimerais mieux, parce que les personnes à qui vous adressez, pour la plupart, c'est pas des historiens, ils connaissent pas l'histoire, on ne l'apprend pas dans les livres, on n'en parle pas non plus en politique. Et ça, ce point-là, on pourra parler de réparation quand tout le monde sera à la même base de connaissances. that's why C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'importance de ces réparations, mais aussi des réparations personnelles. therefore we should not be frightened Et donc on ne doit pas avoir peur de ce passé, on ne doit pas avoir peur de faire des recherches sur celui-ci, parce qu'il permet de nous repentir et de nous sauver tous. Est-ce que le noir, il y a un racisme institutionnel qui existe dans la société blanche? Comment la race a-t-elle été créée? Elle a été créée dans une société blanche pour le noir. Alors, comment va-t-on réparer l'âme? Nous sommes les champions de l'adaptation. On est dans le monde blanc, on vit aussi dans le monde noir. Ce qui crée chez nous une fracture. Est-ce que la réparation va réparer notre âme? we can repair. There are three Donc je important pense que l'on peut réparer, et cela en 3 étapes. Et tout d'abord, le plus important, c'est l'éducation. Parce que le racisme, il est fondé sur quoi? Il est basé sur le concept de race, qui est un concept complètement fabriqué. La race n'existe pas sans la fabrication. Et donc l'histoire de la race, l'histoire du colonialisme, il faut la comprendre dans nos sociétés contemporaines. Deuxièmement, on doit faire un travail d'anthropologie, parce que pour se comprendre, nous, en tant qu'humains, et que tous les humains, nous sommes pareils, et que nous avons tous le droit d'être respectés de la même manière. Et donc la réparation, elle passe par la question de qu'est-ce que ça veut dire, finalement, d'être un homme, et qu'il faut accepter et célébrer la diversité qu'il y a parmi les humains. Et pour conclure, je dirais qu'il faut que l'on change nos structures, nos systèmes, nos procédures, nos organisations, parce que c'est tout cela qui crée le racisme systémique finalement, et c'est ça qu'il faut changer dans la vie. We have been doing this work in Britain Et donc la deuxième partie, c'est que en Grande-Bretagne, on a travaillé sur ces concepts pendant les 40 dernières années, afin d'apprendre aux gens, de leur donner la liberté de savoir, de changer. Et moi, en tant que professeur des universités, je me rends compte aujourd'hui que c'est mes étudiants et c'est mes collègues blancs qui font beaucoup de ce travail d'antiracisme aujourd'hui. you must never forget Et donc on ne doit jamais oublier que depuis toujours, il y a des personnes blanches, radicales, qui veulent lutter contre le racisme et cette tradition raciste dans nos sociétés, à la fois en Angleterre mais aussi en France. Et donc aujourd'hui, on doit travailler en collaboration tous ensemble avec ces personnes, parfois même libérales, pour trouver le changement. La première concerne le healing, la guérison. Qu'est-ce qui est fait en Angleterre, aux États-Unis, en France, dans ce domaine?
La deuxième chose, s'il vous plaît, y a-t-il encore aujourd'hui des repairs, des réparations en France, par la France, pardon, par l'Angleterre, les États-Unis et les autres pays? In Britain, there has been a long history of repair, but we didn't call it reparations. Donc oui, c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, on a une longue histoire de ces réparations, mais à l'époque, on ne les appelait pas comme ça. When I went to school, we had anti-racist education, which was an attempt to address the misinformation in the British educational system. Donc quand j'allais à l'école, on avait beaucoup d'éducation antiraciste pour essayer de lutter contre la désinformation du système éducatif britannique. In Britain, there are at least 5 days when we address issues of history, slavery, or racism. En Grande-Bretagne, il y a au moins 5 jours dans l'année pour lesquels nous parlons de nos problèmes historiques, du racisme et de la traite négrière. There are probably more of them operating, but I haven't researched them yet. So, in comparison to France and Britain, I'm sorry to say, but America, gold standard, Britain, silver standard, France is bronze. Et donc il doit y avoir encore plein d'autres projets sur lesquels je n'ai pas encore fait de recherche pour l'instant. Mais je dois dire qu'en termes de compensation, la France et la Grande-Bretagne, je suis désolée de vous le dire devant vous aujourd'hui, mais les États-Unis sont meilleurs pour l'instant. Les États-Unis, encore une fois, gold standard. Le Royaume-Uni, silver standard. Et la France, même pas dans le classement. That doesn't mean that things aren't happening in France, but in comparison to the UK and North America, where this is being discussed in Parliament, in the Senate, in the House of Representatives, even Donald Trump knows what reparations is. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe en France, évidemment, mais si on compare à l'Amérique du Nord et à la Grande-Bretagne, aujourd'hui on en parle beaucoup moins, alors que là-bas on en parle au Parlement, au Sénat, dans la Chambre des représentants. Même Donald Trump sait ce que c'est la réparation. Even Rishi Sunak has had to answer questions about reparations in Parliament. It is discussed at the highest level. Même Rishi Sunak, le Premier ministre du Royaume-Uni, a dû répondre à des questions au Parlement britannique, donc on en parle même dans les plus hautes strates. Juste petite info, est-ce que ça continue la réparation, toujours en Angleterre? Toujours. Oui, yes. There are 4 important movements. Oui, il y a 4 grands mouvements en ce moment. We should start with some of our hosts here today, the heirs of slavery. Je voudrais commencer par certaines des personnes qui sont ici aujourd'hui pour nous accueillir, les descendants d'esclaves, de l'esclavage, pardon. Then there are Donc le deuxième groupe, c'est qu'il y a également énormément de personnes panafricaines et de groupes de réparation qui se trouvent en Grande-Bretagne, en Afrique et en Amérique, qui aujourd'hui parlent de cette réparation à l'international. Third are the religious organizations, Church of England, the Quakers, the Baptists, the Presbyterians, not the Catholics yet, we still got to get the Catholics involved. All of those organizations have made statements about reparations. 3 of them have offered some money. Il y a également de nombreuses organisations religieuses en tant que troisième acteur. On peut par exemple citer l'Église d'Angleterre, les Quakers ou les Presbytériens. Les catholiques cependant n'ont pas encore fait cette démarche, mais 3 des groupes que je viens de citer ont fait des déclarations publiques
et 3 d'entre eux ont même donné de l'argent. Finally, there are the politicians. In Parliament, there is a group called... Et donc pour finir, je vais aussi parler des personnalités politiques, notamment au Parlement. Il y a un groupe qui s'appelle le Cross Parliamentary Group for Reparation, donc il y a un groupe qui travaille sur le concept de réparation en ce moment. Et donc c'est des hommes politiques de droite et de gauche qui travaillent tous ensemble, peu importe leur place sur le spectre politique, et qui discutent et qui pensent tous ensemble à des concepts de réparation. Finally, I forgot, there's a fifth group. There are wealthy business people. Et pour finir, le 5e groupe sont les businessmen très fortunés qui supportent également le mouvement en ce moment. Par exemple, on peut citer Dennis O'Brien, qui est milliardaire et qui a fait fortune dans la télécommunication dans les Caraïbes et qui donne de l'argent pour différentes initiatives de réparation. Y a-t-il des maisons qui accueillent aujourd'hui les descendants d'esclaves pour les aider à supporter cet héritage? Years ago, a book was written by Francis Cress Welsing. C'est une très bonne question. Et donc c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, il y a un livre qui est sorti et l'auteur parle du phénomène qui s'appelle le syndrome post-traumatique de l'esclavage. Et donc ce livre a donné lieu à la création de nombreuses thérapies qui aident des descendants d'esclaves sur le point de vue psychologique. Article, journal pieces on reparations than France and Britain combined. They just have the intellectual resource. Their key institutions are involved in this work, first thing. Second reason, the gold standard is influence. Donc la raison pour laquelle j'ai comparé les États-Unis au gold standard, c'est tout d'abord en termes de production scientifique. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a énormément de livres, énormément d'articles scientifiques qui ont été publiés sur le sujet. Ils ont également les ressources pour le faire et les institutions qui les supportent derrière. Deuxièmement, ils ont une influence incroyable aux États-Unis. Par exemple, un article en 2014 qui parlait de pourquoi ce processus de mémorialisation est très important aux États-Unis et ça a fait parler le monde entier. Si demain Joe Biden parle des réparations, le monde entier va se lever pour en parler. Troisième raison, c'est un processus très pratique finalement. Moi j'ai identifié 25 projets qui sont très avancés en termes de recherche. Et c'est des gens qui donnent déjà de l'argent, par exemple les centres de Georgetown que j'ai mentionné plus tôt. Mais en Grande-Bretagne aussi, il y a ce genre d'initiative. Je pense aux universités de Glasgow, d'Oxford, de Cambridge, aussi Bristol, qui ont dit tout l'argent qu'ils avaient gagné grâce à l'esclavage à une époque. Et je pense pas qu'en France aujourd'hui il y ait tout ça qui se déroule pour l'instant. Et donc peut-être que j'aurais pas dû comparer ça au gold standards. Et donc je vais essayer de le faire plutôt en termes de président. Donc je mettrai Biden ici, Rishi Sunak et Macron. And two other examples, just to tell you how much impact this has had. Two different approaches to this. A London charity with Je vais vous parler de deux exemples qui ont eu un impact très important et qui sont deux approches complètement différentes. Tout d'abord, une association à Londres qui a fait un don de plus de 100 millions de livres sterling, mais qui a reconnu que 5% de l'argent qu'il détenait était en fait de l'argent qui découlait de l'esclavage. Et ils ont dit qu'ils en rendraient une part de ces dons. Et une autre approche différente, c'est une autre association qui avait également des millions de livres sterling à donner. Et ils ont voulu s'appuyer évidemment sur le travail de communautés de Noirs là-bas. Et évidemment, c'est une bonne approche. Et le discours sur les réparations, évidemment, de ces différentes associations, a évidemment eu un impact très important sur la vie publique en Angleterre. Il y a des politiciens de partis plutôt à droite qui ont engagé des historiens également à droite politiquement afin d'essayer de pousser dans l'autre sens pour pas que ces études aboutissent.
Et ils ont donc trouvé des conclusions comme quoi l'argent de la Grande-Bretagne viendrait non pas de la colonisation, mais plutôt de la bière et des moutons. Et donc 3 historiens différents ont trouvé 3 conclusions différentes. Alors c'est vrai qu'on se fait beaucoup d'argent grâce à la bière et aux moutons, mais je pense pas que ce soit la plus grosse source d'argent du Royaume-Uni. L'intervention de Jean-François Malicom, un de nos nouveaux correspondants anglais que nous avons depuis la fin de l'année 2023, est particulièrement intéressante. Extraordinaire. Je m'appelle Jean-François Malicom, je suis guadeloupéen et je suis également le conservateur en chef et le directeur artistique du Museum of London Docklands, qui abrite la London Sugar and Slavery Gallery, qui parle d'esclavage à Londres, qui est la seule capitale européenne à parler d'esclavage. J'ai la chance de travailler avec des équipes pédagogiques extrêmement pointues qui parlent de l'esclavage avec beaucoup de compétences. Je viens également du monde des arts. Je suis moi-même j'étais, puisque je suis maintenant dédié sur mon travail muséal, mais j'ai été longtemps un artiste visuel avec une carrière en photographie et en création de films, avec un focus sur les problèmes de mémoire et les histoires cachées qui proviennent de ma propre histoire familiale d'Antillais. Voilà, alors je vous laisse mesurer, après la brillante présentation de mon prédécesseur, je vous laisse mesurer la différence qu'il y a entre quand des gens me disaient mais comment ça se passe en Angleterre et comment ça se passe en France. Je vous laisse mesurer vous-même la distance qu'il peut y avoir entre les politiques anglaises et les politiques françaises. Il n'y a, je vous l'affirme cet après-midi, il n'y a aucun professeur d'université française capable de dire ce que vient de dire ce professeur d'université anglais. Et il n'y a pas ce genre d'aiguillon, ce genre de pointe acérée qui oblige des États à avancer, qui oblige la communauté intellectuelle à avancer. Il est absolument remarquable de constater que si le parterre que nous sommes ici, les Trevelyan, la famille Trevelyan, qui est la première grosse famille privée anglaise à reconnaître son implication dans l'esclavage et à attaquer un système de réparation, lui, moi qui suis un Guadeloupéen expatrié, et je suis très fier d'être Guadeloupéen et de gérer les musées anglais, si nous sommes ici, c'est à l'invitation de Dieudonné. C'est-à-dire que c'est Dieudonné, avec ses 4 volontaires bénévoles, ces 5 volontaires bénévoles, et Pierre, qui réussit à mener une manifestation comme ça, qui aurait dû être dans la mairie de Nantes, ou au musée de Nantes, ou avec le maire de Nantes, ou le préfet, ou le DRAC. C'est eux qui auraient dû financer notre venue, c'est eux qui auraient dû financer ce genre de débat dans la sphère publique, avec un public. On devrait être dans la salle de la mairie, et ça n'aurait pas dû être financé par la vente des sandwichs, mais qui est honorable, hein, et la vente des brochettes de gambas, mais c'est vrai, que fait Dieudonné avec tout son amour et toute sa volonté pour réussir à financer des manifestations de cette qualité. Alors je vais vous raconter des choses qui sont personnelles, juste pas parce que j'ai envie de parler de moi, mais c'est parce qu'il y a que comme ça que je peux comprendre la vie à travers ma propre expérience. Et chacun d'entre nous n'expérimente la vie après tout qu'après sa propre expérience. Donc je vis à Londres, j'ai 60 ans, j'ai quitté la Guadeloupe et la Caraïbe depuis de très nombreuses années. Et quand je me rends à mon travail, quand je prends le métro, quand je me promène dans Londres, quand je me rends à mon bureau au musée, je croise des milliers de Londoniens et
j'ai dans ma tête une sorte de radar qui est comme un filtre entre les gens et moi, qui me permet de déterminer combien de sang noir les gens en face de moi ont dans leur corps. C'est une indication qui me vient de mes ancêtres. C'est une information primordiale qui me permet de savoir à qui j'ai affaire. Parce que dans mon pays, en Caraïbes, il est crucial de savoir à qui on parle. Ce radar qui m'a été implanté contre ma volonté dans la tête et qui se déclenche sans que je le contrôle, c'est une legacy of slavery. C'est un héritage de l'esclavage que je n'ai pas demandé et que je subis. De quoi on parle quand on parle de la Caraïbe française? Pour vous donner une idée, on parle d'environ 500 000 personnes en Martinique, 500 000 personnes en Guadeloupe et 1 million de personnes d'Antillais en France, donc on parle quand même de 2 millions de personnes. Donc c'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose de conséquent. Nous charrions ce mal-être, nous charrions cette ambiguïté d'être à la fois français et d'être à la fois ultramarin. Nous charrions cette ambiguïté dans nos propres gènes, puisque nous charrions à la fois des flots de sang de personnes mises en esclavage, mais également des flots de sang de personnes mettant les autres en esclavage. Et ce malaise et ce mal-être est également une composante des héritages de l'esclavage. Alors, ne pas parler de ça, ne pas considérer ça comme une réparation possible et comme quelque chose sur lequel il faut se pencher, est à mon avis une faute grave. Et parmi les compensations dont le collègue parlait, l'argent en question, puisqu'il faut parler d'argent, l'argent en question, quand quelqu'un disait vous aviez raison madame de dire mais qui va payer et où va aller l'argent? L'argent peut aller par exemple sur le financement d'instituts de soins psychologiques ou psychiatriques gratuits, ouverts à ceux qui en ont besoin, qui estiment qu'ils en ont besoin, qui estiment qu'ils ont été victimes collatérales de cette histoire esclavagiste et qu'ils ont besoin d'une réparation. Et je crois que le soin commence quand on vous propose quelque chose et que vous êtes libre de ne pas le choisir. Je voulais également parler du travail, c'est quelque chose que j'ai évoqué ce matin dans une conversation privée avec quelqu'un qui vient. Le travail d'une chercheuse qui s'appelle Jacobino, qui est une généticienne suisse qui travaille sur l'épigénétique, qui est une variante de la génétique. Ça s'appelle l'épigénétique. C'est la génétique tordue par les faits. Comment les faits tordent la génétique, ça crée quelque chose qui s'appelle l'épigénétique. Et cette dame qui s'appelle Jacobino a démontré que le DNA, l'ADN des Antillais, l'ADN des personnes ayant subi le trauma pendant des générations se transmettait de génération en génération. Donc nous savions déjà que psychologiquement il pouvait y avoir des dommages. Nous apprenons avec cette dame que physiquement, dans nos chairs, pas seulement dans nos psychés, mais que dans nos chairs aussi, nous avons cette fragilité, entre guillemets, ou cet héritage, ou cette particularité génétique qui est transmise. Certains pensent d'ailleurs que notre fragilité au sucre et notre fragilité à... Comment s'appelle la maladie du sucre encore au diabète. Notre fragilité au diabète pourrait venir, cette fragilité au diabète qui frappe énormément de personnes au Caraïbes, particulièrement des personnes noires, pourrait venir de cette transformation du génome et de l'ADN. Quelque chose d'autre qui est très intéressant a été dit dans la conversation qui vient d'avoir lieu, c'est le mal-être de la victime, mais également le mal-être du bourreau.
alors c'est très difficile d'en parler parce que comme on commence à peine à parler de victimes, c'est difficile d'entendre le mal-être de l'oppresseur. Parce qu'on est au début de quelque chose. Donc on a tellement nié le mal-être on a tellement nié la souffrance de la victime que je comprends que pour certaines associations, pour certains activistes, c'est difficile d'entendre qu'il faille parler également de la souffrance de l'oppresseur. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. On est obligé, quand on aborde les questions des héritages de l'esclavage, de considérer la peine de la victime et la peine du bourreau. Et je vais prendre quelques exemples avec vous. Ceux qui sont au courant des informations savent qu'il y a quelques années, il y a eu une très très forte mobilisation contre la vie chère. Contre la vie chère. Le problème, c'est que quand on questionne la vie chère en Guadeloupe, on questionne le pouvoir des béquets. Parce que tout simplement, les béquets qui sont, je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, qui sont les descendants des planteurs, les descendants des propriétaires des plantations et les descendants des propriétaires de personnes mises en esclavage, ce sont les béquets qui, avec l'argent de la compensation, ont investi dans l'import-export. Donc l'import-export est détenu par les descendants des propriétaires des personnes mises en esclavage. Donc quand il a été question de remettre en cause la vie chère, il a été en filigrane, en transparence, il a été question de remettre en cause le pouvoir des béquets. Et ça a été extrêmement problématique. À cette époque, la population essentiellement majoritairement noire se rebelle, bloque les routes, bloque les ronds-points, bloque les écoles, bloque les administrations, bloque la poste, bloque le port, le pays entier est bloqué. Et la situation est telle qu'elle approche la situation insurrectionnelle. Et à ce moment-là, j'ai un ami qui est soudeur. Il fait des travaux de soudure. Il me dit, Jean-François, je t'envoie sous le sceau du secret, je t'envoie de façon, parce que tu es un ami, regarde ce qu'on m'a payé pour faire. Et il me dit, voilà, un béquet m'a appelé pour réaliser ça pour lui, regarde. Il m'envoie sur son téléphone, parce que sur son téléphone à lui, il a pris des photos. La personne qui l'a fait venir avait un pick-up, une camionnette 4x4 dans son garage. Il a demandé à mon ami, soudeur, de souder des plaques métalliques sur le devant pour protéger le ventilateur, des plaques métalliques sur le pare-brise avec des fentes. Les côtés sur les trucs, il a fabriqué une voiture blindée. Les béquets de l'époque étaient prêts à bricoler des vieux pick-up pour les transformer en voitures blindées de façon à se rendre de leur maison à l'aéroport pour fuir. Tellement ils étaient terrorisés. Donc, quelqu'un qui fabrique dans son garage une voiture blindée avec un vieux pick-up Toyota et 4 feuilles de tôle a une aliénation. Il est aliéné, il a un problème de terreur, il porte en lui la terreur de ses ancêtres qui pensaient qu'un jour, leurs propres nègres allaient se rebeller, allaient brûler les champs, brûler la plantation et leur couper la tête. C'est véritablement aussi basique que ça. Le trauma est aussi basique que ça. Donc nous parlons d'une situation qui n'épargne ni les uns ni les autres. Mais maintenant je vais parler de dommages qui ont été faits en dehors de la communauté et qui ont été faits à l'échelle de la planète. Le système plantationnaire aux Antilles, qui a démarré aux Antilles et au Brésil et en Amérique du Sud, crée
un nouveau modèle économique absolument original et amorce la pompe de la globalisation sur des systèmes complexes. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des échanges internationaux à petite échelle. Il y a des Phéniciens qui partaient avec un bateau, ils vendaient de l'huile, ils revenaient, ils pinaillaient, c'était des petits joueurs, c'était des artisans, c'était à petite échelle, ils partaient à 4 bateaux, ils s'enrichissaient comme ils pouvaient, c'était des commerçants itinérants. La globalisation, le système complexe de globalisation, avec une stratégie, avec une vision, avec des outils, avec un cadre administratif, avec un cadre légal, avec un cadre bancaire, avec un système bancaire efficient, avec un système d'assurance efficient, a démarré avec la traite transatlantique. Donc une certaine vision du commerce naît à ce moment-là. Et ce qui naît à ce moment-là, c'est pas la prédation normale d'un capitalisme naissant, c'est l'ultra-prédation. Ça consiste à se dire qu'on a le droit, on a la possibilité intellectuelle de vider un continent de sa force vive, pour considérer des corps humains comme de la marchandise et comme une ressource possible. Considérer le vivant comme une ressource potentielle sur laquelle tu vas t'enrichir à tout prix naît dans ce système-là. Et ensuite, ce cadre-là est appliqué, par exemple, sur le poisson, où la pêche est considérée que quelque chose de vivant comme du poisson est une ressource marchande qu'on va exploiter jusqu'à l'épuiser. Donc l'ultra-prédation capitaliste démarre, se faufile et démarre avec l'esclavage. Ce qui démarre également en même temps que l'ultra-prédation, c'est la monoculture et le fait de fabriquer des outils industriels basés sur une seule ressource. On va planter 400 hectares de canne à sucre, mais jamais une ferme, un fermier n'a planté 400 hectares de quoi que ce soit uniquement. On ne peut pas se nourrir en mangeant que de la canne à sucre, c'est pas possible. Et c'est le départ de la globalisation mercantile, non maîtrisée, de l'ultra-prédation, et ça arrive en rebond, maintenant, aux problèmes que nous rencontrons. Donc, l'exploitation à outrance de toutes les ressources de la planète, comme l'exploitation à outrance de tout ce qu'un corps noir peut offrir, et cet état dans lequel nous sommes vis-à-vis de la planète, c'est-à-dire qu'on est à l'aube de l'extinction des ressources, ce fait est né de la logique qui est née pendant l'esclavage. Qui va réparer ça? Qui est comptable de ça? Et qui est victime de ça? Alors déjà, j'ai pas des questions pour qui est responsable, qui est comptable, j'ai des questions pour qui est victime. Tout le monde est victime de ça. La race humaine est victime de ça. Ce qui fait que quand moi, je gère le musée de Londres et que je parle d'esclavage, certaines personnes se disent « Ah oui, mais non, mais Malcolm, il est guadeloupéen, il parle au nom de ses ancêtres, c'est son histoire à lui, c'est normal qu'il en parle, il est passionné par ça parce que c'est son problème d'antillais. » Je dis non, Si vous êtes vivant sur Terre, vous êtes concerné par les légacismes de l'esclavage. Si vous êtes vivant si vous êtes dans cette salle, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ils vont subir de plein fouet, par effet de rebond, les conséquences de l'esclavage. Écoutez, je pense que l'heure est à la discussion et à l'échange. Et à la controverse. Parce qu'il y a quelque chose de très très important qu'il faut noter. Les structures comme la mienne, celles que je gère, ont besoin d'activistes qui les challengent. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi, par moment, on peut avoir des blocages avec l'État français,
parce que les structures comme les universités, les mairies, les musées, les gouvernements ont besoin d'être poussés par des radicaux. La radicalité a du bon parce qu'elle force le débat. Parce que sinon c'est facile. Moi par exemple, je gère un musée qui va bien. Hein, je reçois 1000 personnes par jour en moyenne pendant 356 jours par an. Je ferme 5 jours par an, les 5 jours de banque holiday. Tout le reste du temps, je reçois 1000 personnes par jour. Comme pour mes statistiques, c'est satisfaisant. Je peux aussi ne toucher à rien, laisser le musée tourner et ça va. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que des gens viennent me challenger. Des gens viennent me dire, mais dans votre musée là, on ne parle pas de John Floyd. Comment c'est possible qu'on ne parle pas de John Floyd? Pourquoi il n'y a pas de truc sur les Black Lives Matter? Heureusement qu'ils font ça. Heureusement qu'ils me challenge. Parce que je suis obligé de dire à ma hiérarchie, mais vous savez, moi je reçois des mails de gens qui demandent pourquoi on ne parle pas de John Floyd. Alors comment on fait? Est-ce que vous pouvez me dégager de l'argent pour que je puisse engager un académique, un universitaire pour théoriser ce qui s'est passé en Angleterre pendant les George Floyd? Donc en fait, ce que je veux juste dire avant qu'on parle entre nous, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du challenge, il ne faut pas avoir peur des activistes, il ne faut pas avoir peur des panafricanistes. Et je vais vous dire plus, je vais même vous dire plus, il ne faut même pas avoir peur de l'ultra-droite. Il ne faut même pas avoir peur de l'ultra-droite. Actuellement, je suis en train de discuter du devenir de la statue de Mulligan, qui est un propriétaire d'esclaves qui était sur le devant de mon musée. Il y avait une statue de Robert Mulligan qui était sur une plainte sur mon musée, qui a été enlevée au moment où les gens de Bristol ont mis l'autre statue dans l'eau. Et donc nous on l'a enlevée avec une grue en disant oula, on va pas aller la repêcher dans la Tamise. Donc on l'a enlevée et je suis en train de mener une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire de cette sculpture. J'ai demandé aux associations de la communauté noire de Londres de me dire qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il fallait que je fasse de cette sculpture. J'ai mon propre avis, le curateur, donc je vais donner mon avis. Je suis obligé d'inviter l'ultra-droite à ma table, même les blancs suprémacistes, pour écouter ce qu'ils me disent à propos de cette statue, parce qu'il n'y a que de la confrontation, de l'ouverture, du débat, des échanges en face à face, pas par article interposé, pas par théorie interposée, pas par livre interposé, mais en étant soi-même, en engageant son propre corps, en étant physiquement dans la même salle, les uns en face des autres, pour se dire les choses. Il n'y a que ça qui peut faire avancer la problématique des conséquences de l'esclavage dans la société actuelle. La position sur la statue. Pardon? Sur la statue. Ma position à moi? Oui. Alors, ma position à moi, c'est que il y a une règle de tangibilité. Le tangible. Quand je fais ça, ça frappe sur la table. C'est du tangible. Quand je fais ça, ça frappe nulle part et il y a pas, vous n'avez pas entendu quoi que ce soit. Donc, quand vous avez une statue qui fait ça, elle fait 3 mètres de bronze. Elle fait 6 tonnes. Quand on me dit, non, mais c'est pas grave, on va mettre du contexte. On va mettre une petite plaque marquée, ah mais non, mais lui c'est un propriétaire d'esclave, il était pas bien, hein. Et qu'on va mettre la petite plaque ici, on prétend que la petite plaque va challenger les 6 tonnes de bronze et les 3 mètres et les 6 tonnes de bronze. C'est faux. Pour challenger quelque chose de cette taille-là et de ce poids-là, il faut quelque chose de cette taille-là et de ce poids-là. Donc mon opinion à moi, et c'est que pour challenger cette bouteille d'eau, c'est pas ce verre-là qui va pouvoir le challenger, c'est de mettre une autre bouteille d'eau, ou une bouteille d'eau plus grande. Plus grande. Donc ça va challenger ça. Donc, par exemple, moi je crois que
une autre œuvre d'art, créée par quelqu'un de la communauté, un artiste noir quelconque, talentueux, incluant cette bouteille dans une œuvre plus englobante, comme ça, va désamorcer, désamorcer la portée symbolique, le message symbolique violent que représente actuellement cette sculpture. Il faut l'inclure dans une sculpture plus grande qu'elle, qui va soit la ridiculiser, soit l'anéantir, soit l'atténuer, soit la brider, soit on va faire quelque chose avec. C'est ma position. La deuxième chose auquel je crois, c'est qu'on peut aussi considérer que ça, c'est pas une bouteille, mais que c'est du verre, et qu'en fondant le verre, on peut faire un oiseau en verre. Donc on peut utiliser la sculpture pour le matériel qu'elle est. Après tout, la sculpture de Maligal, c'est rien d'autre que 6 tonnes de bronze. Et 6 tonnes de bronze, il y a autre chose à en faire qu'une sculpture de Maligal. Donc peut-être qu'on peut aussi fondre la sculpture et en créer autre chose. Voilà, ça c'est ma position à moi. Vous imaginez bien que ce n'est pas la position des groupes d'extrême droite anglais, mais je vais en tenir compte pour donner mon avis final à ma hiérarchie. On parle beaucoup, on agit un peu, et ce depuis très longtemps, depuis Delgrès. Il y a eu des insurrections, il y a des mémoriaux, etc., etc. Pourquoi les choses ne changent-ils pas? Depuis 4 siècles, ce sont toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Ce sont toujours les mêmes qui triment pour ceux qui sont au pouvoir. Ce sont toujours les mêmes qui se trouvent dans l'hypercentre. Ce sont toujours les mêmes qui se trouvent en périphérie. Pourquoi ça ne change-t-il pas? Je suis martiniquais. J'étais un indépendantiste et je pense avoir une identité assez solide. Il m'est arrivé, depuis peu, de regarder une publicité à la télé sur un film qui passe en ce moment, La Traversée. Je n'ai pas vu le film. J'ai vu une publicité de ce film à la télé. Et dans cette publicité, il y avait un jeune noir qui était sur un bateau et qui se plaignait au capitaine blanc parce qu'il trouvait que les choses n'allaient pas dans son sens. Le capitaine blanc lui a expliqué le pourquoi et le noir a répondu et le blanc lui a foutu une gifle. J'ai bondi de ma chaise. Ma femme m'a regardé, il s'est posé la question. Pourquoi j'ai encore cette blessure en moi, cette fracture qui me fait réagir, et c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes qui giflent, toujours les mêmes qui subissent. Pourquoi ça ne change pas? Je peux qu'accompagner ma lettre. Moi, on a sûrement à peu près le même âge, on est de la même génération. Probablement. Et je viens de 300 km de là où vous avez grandi. On a vécu les mêmes choses. On sait de quoi on parle tous les deux. Quand j'étais jeune, mon professeur, j'étais au collège Carnot pour ceux qui connaissent un peu David. Mon professeur nous a dit « Ah, aujourd'hui, grande nouvelle, on va visiter le musée Delgrès en ville. » Donc, Delgrès étant un abolitionniste, non, pas le musée Delgrès, le musée Schellcher, pardon. Schellcher étant un abolitionniste français célèbre aux Antilles. Donc, je vais visiter le musée Schellcher et j'ai une émotion en moi, parce que je sais d'où je viens, je sais que je suis petit-fils, arrière-petit descendant d'esclaves, et je sais que c'est la première fois qu'on m'emmène au musée Schellcher, je m'attends à avoir un gros choc, je me prépare pour ça. J'arrive là, et en fait, de quoi il s'agissait? Schellcher avait fait une collection, en tant que lettré français, il avait fait une collection de porcelaine de Limoges, de bas-reliefs grecs, de
enfin tout ce qui pouvait intéresser un lettré français de cette époque. Et il avait légué ça à la Guadeloupe, qui présentait des porcelaines de Limoges et des bas-reliefs. C'était ça le musée Schellcher. C'était la collection de Schellcher. Il ne s'agissait pas de moi, il ne s'agissait pas de mes ancêtres du tout. Mon frère, j'ai pris une claque quand, dans le seul musée qui s'appelait Schellcher, qui était le seul musée de l'époque, personne ne parlait de mes ancêtres, personne ne parlait d'esclavage. Je crois que ce choc-là que j'ai ressenti l'équivalent de... J'étais en 5e, donc voilà, en 5e, fait que je suis la personne que je suis maintenant et que je fais le travail que je suis maintenant. Et si j'ai monté le Memorial Act en Guadeloupe, c'est sûrement pas en réponse à ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est que les souffrances d'un enfant, que j'étais en 5e, peuvent générer par la suite le fait que j'ai été engagé dans le Memorial Act et que j'ai travaillé 10 ans de ma vie sur la création du Memorial Act. Et de fait, dans ma propre temps de vie qui n'est pas très grande, puisqu'on a le même âge, tu sais comme moi que c'est court, dans ce court temps, je suis passé moi de quelqu'un qui visitait dans sa propre île un musée qui ne parlait pas de lui à celui qui crée un musée qui est le plus gros musée de France parlant d'esclavage. Moi, Jean-François Manicom, je l'ai fait dans mon pays pour répondre à ce trou-là. Donc c'est vrai que les choses n'avancent pas, c'est vrai que les choses ne changent pas, mais c'est vrai qu'aussi, on peut parfois changer un tout petit peu les choses. Et l'autre partie qui est moins optimiste, que je vais te répondre, c'est que en fait, changer la donne, on ne pourra pas le faire. Changer ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas. La seule solution, c'est de casser le système d'exploitation. Or, le système d'exploitation est le système qui tient le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas casser son propre système. C'est pas possible. Il ne l'amendera jamais. Jamais. Soit quelqu'un le cassera pour lui, quelqu'un va le casser, et ça sera cassé, soit la terre, le monde, le manque de ressources, la crise pétrolière, le manque d'énergie, le fait qu'il n'y ait plus du tout de pétrole, et que nos sociétés actuelles ne tournent que sur le pétrole, que ça. Le nombre de pétrole qu'il faut pour qu'on soit réunis dans cette salle en train de faire ce qu'on fait, que moi je vienne de l'aéroport de Birmingham il y a 3 jours de ça, le nombre de pétrole que là pour qu'on soit tous là, mais c'est des tonnes qu'il faut. Là pour aujourd'hui avoir ça, il faut peut-être 80 tonnes de pétrole en vrai pour faire ça. Quand on ne pourra plus faire ça, et c'est pas dans longtemps, hein. C'est pas dans longtemps. Quand on ne pourra plus faire ça, alors peut-être qu'un autre ordre va s'établir. Vous voyez donc le choc, et on voit encore parler de l'esclavage aujourd'hui, parler de la réparation, parler de la souffrance de l'esclavage. Oui, effectivement, nous descendants, on porte le traumatisme de l'esclavage en nous. Pourquoi aujourd'hui? Regardez dans la salle, c'est complexe, c'est compliqué. Combien de frères antillais qu'on voit dans la salle? Ça, c'est la question qu'on pose. Ils fuient. Les Antillais, ils fuient pourquoi? Parce qu'on a honte, on a du mal. On a du mal à se construire. On a du mal à se retrouver. On a du mal à se lancer dans l'avenir. On a du mal à former des projets. Effectivement, des gens comme moi, moi je dis que j'ai fait ce travail personnellement sur moi-même. J'ai essayé de dire qu'est-ce que je dois faire pour moi, qui est bon pour moi, pour construire un avenir, parce que j'ai des enfants, et donner le moyen de se construire. Un peuple qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Effectivement, moi je pense qu'on a un passé, on a une histoire, on a quelque chose qui est en nous, qui est très riche. On a des valeurs, je dirais de l'Afrique aussi, qui nous a transmis. Et je pense que mes aïeux me parlent aussi. Je suis ce travail de mes aïeux. Et lorsque je vois, pendant que je suis avec vous dans la salle, je suis en train de penser, réfléchir comment je vais rebondir pour l'année prochaine, comment on va mettre en place ce travail sur la réparation, ce travail aussi sur le côté psychologique, sur ce traumatisme qui nous touche aujourd'hui, nos compatriotes. Parce qu'il est important, lorsque vous regardez les Antillais,
On a tendance à lui dire, les Antillais, ils aiment danser, ils aiment les femmes, ils aiment bouger. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas différents des autres, parce que nous sommes tous des hommes, nous ne sommes pas différents. Par contre, on a une histoire, et cette histoire, il est douloureuse, il est difficile, il est dur à porter. Effectivement, lutter à Nantes, c'est complexe et compliqué. 34 ans de bataille, 34 ans pour essayer de mettre en place un projet à la mémoire de mes aïeux, construire un bateau 18e. Et je tiens à féliciter les bénévoles autour de nous. Et des bénévoles autour de nous, il n'y a pas que des Antillais, il y a des métropolitains, il y a de tout qui travaillent autour de nous pour essayer d'aller vers, je dirais, un bien vivre ensemble. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Nous sommes là, on a envie de bousculer le système. Et il faut qu'on bouscule le système, il faut devenir acteur de notre propre histoire, acteur du changement de demain. C'est nous à le faire aujourd'hui. Et je parle aujourd'hui, je fais l'appel à mes compatriotes, je fais appel à tous ceux et celles qui peuvent nous soutenir dans cette action. Et l'année prochaine, effectivement, je voudrais mettre en place ce grand colloque sur la réparation, ce grand colloque sur le traumatisme de l'esclavage à Nantes, premier port du Royaume de France, et inaugurer le mât de la fraternité qui est un symbole de l'héritage de l'esclavage d'aujourd'hui, pour lutter contre le racisme et lutter contre toute cette discrimination qui vit en monde comme aujourd'hui. Oui, on va le faire l'année prochaine. Je vous invite d'être avec nous l'année prochaine pour le faire. Et c'est très important de le faire parce que je pense que ce serait le flambeau qui va enflammer le monde entier par je dirais, ce symbole universel, le mât de la fraternité. Et il faut savoir, le mât de la fraternité, pourquoi ce symbole? Parce que les bateaux représentent hier. Et on prend un mât de bateau pour lui donner du sens aujourd'hui et rassembler autour de ce mât le symbole universel des droits de l'homme. Plus jamais ça. Voilà ce que je voulais dire et remercier mon compatriote Yves quand même. Parce que je tiens à le remercier parce qu'on ne le remercie pas assez. Merci Yves de m'avoir poussé dans cette action. À la fin de la guerre, les militaires antillais, Afrique du Nord et sénégalais, quelques-uns ont été mis à la caserne des Minettes pour attendre soit leur billet de retour, soit leur affectation pour ceux qui n'avaient pas fini leur temps de militaire. Voilà. Ce temps-là a duré un petit moment parce que l'administration marchait mal. Donc pendant ce temps-là, les Antillais ont créé un orchestre et ils allaient faire danser les Nantaises au salon d'Auduit. Et parmi ces militaires, il y en a qui ont trouvé l'âme sœur, qui se sont mariés, dont mon papa, et ils ont créé cette famille, cette association-là, en 1946, d'abord sous forme d'amicale et après association des Antillais. Et justement, je reviens à ce que je viens de dire de Dieudonné. Malheureusement, quand Dieudonné a commencé à parler de ce projet, eh bien les associations antillaises ne l'ont pas suivi. C'est vrai, hein, ne l'ont pas suivi. Et nous qui sommes de la deuxième génération, on a du mal un peu à comprendre le pourquoi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. C'est vrai que ça n'a pas été, il n'a pas été soutenu assez. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Je reviens à votre propos. Vous avez parlé du mal du bourreau. Et bien justement, lorsqu'on a commencé à parler du mémorial à Nantes, ça a été une bagarre très importante au niveau de la population. Parce que justement, tous les anciens négriers ou descendants de négriers ne voulaient absolument pas entendre parler de ce mémorial. Et je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue moi-même. J'avais même une de mes meilleures amies qui habitait quai de la Fosse. Pour ceux qui ne connaissent pas le quai de la Fosse, c'est un quai où tous les immeubles étaient occupés par des négriers. C'était des hôtels particuliers. Et elle habitait là. Et un jour, je sentais bien qu'elle n'était plus pareille comme avant. Et un jour, elle est venue me trouver, enfin c'est moi qui lui ai demandé qu'est-ce que je lui avais fait comme mal pour
être distante comme ça. Et là, elle m'a expliqué, je te demande pardon. Pardon de quoi? Elle me dit, ben, tu sais où j'habite? Ah oui. Eh bien, mes arrière-grands-parents étaient des négriers. Et elle portait carrément cette souffrance en elle. Donc, quand vous parlez de psychologie pour les esclaves, je crois aussi que les négriers ont besoin d'aide psychologique. Merci. Vous parlez de vos ancêtres, vous parlez de votre volonté d'honorer vos ancêtres, de ce devoir de transparence, mais il faut dire que personnellement, je ne suis pas fière de mes ancêtres. Je n'ai pas envie de les honorer. En fait, j'ai l'impression qu'ils m'ont laissé tomber. Pour nous, c'est en fait un fardeau, ces ancêtres. Et en fait, ils ont fait des choses qu'ils ont cachées. Et aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que je n'en suis pas fière et qu'ils m'ont laissé tomber. C'est un bateau qui appartenait à la famille de John. Ce bateau que tout le monde connaît, il appartenait à la famille de John. C'est The Brooks et il était armé à Liverpool. Et mes ancêtres étaient les figurines noires qu'on voit sur le papier. C'est difficile aussi, hein, c'est pour ça que ça a créé aussi la honte d'être descendant d'esclaves. Donc moi, c'est basé sur une honte. Et il m'a fallu, John, toute ma vie, pratiquement, pour comprendre que, en fait, c'était des super-héros, ces gens-là. C'était ceux qui avaient survécu. C'était ceux qui avaient accepté de faire des enfants. Ce qui n'était pas facile, c'était pas évident sur une plantation de faire le choix de garder ses enfants, de ne pas avorter, de ne pas se rendre stérile volontairement parce que vous saviez que vous enrichissiez le maître. Vous saviez que l'enfant serait enlevé. Vous saviez que vous seriez séparés. Ben, c'est séparer les familles par volonté stratégique. Donc continuer à faire des enfants était héroïque. Et il a fallu vraiment très très longtemps pour que, au lieu de considérer mes ancêtres comme des mules améliorées, je considère que c'était des véritables super-héros. Donc nous avons en commun cette difficulté sur les ancêtres, et je t'engage, c'est un conseil personnel que je te donne, John, c'est de te rapprocher des descendants de dignitaires nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, qui eux aussi ont un rapport problématique lié à la culpabilité avec leurs ancêtres. Thank you very much. I wanted to say that Merci d'avoir partagé vos sentiments, Tom et John. Alors moi, mes ancêtres étaient également des propriétaires d'esclaves qui venaient d'Angola. Mais je pense que la position dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que l'on a la chance de pouvoir challenger, de pouvoir provoquer justement nos descendants. On peut leur dire que nous on sait, on connaît les faits, on sait ce qu'ils ont fait, on connaît leur histoire, et que grâce à ça, nous on sait que c'est un crime contre l'humanité et que cet héritage qu'ils nous ont donné, aujourd'hui on peut l'utiliser comme une force et on peut se joindre au mouvement de tous les descendants de l'esclavage pour aider à se battre pour des réparations, et ça c'est le véritable pouvoir aujourd'hui, c'est d'avoir ces... J'aimerais te dire quelque chose, et j'aimerais vous dire aussi quelque chose à vous, descendants d'esclaves comme moi-même, de personnes mises en esclavage, et à toi, descendants de propriétaires de personnes mises en esclavage. Moi j'ai une spiritualité qui a été bâtie au fur et à mesure de mes voyages et des choses que j'ai rencontrées dans ma vie, et principalement, et qui maintenant est aboutie, ma spiritualité, sur le respect et l'honneur à mes ancêtres. Donc j'honore mes ancêtres plusieurs fois par semaine. J'ai une pratique. Il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que tu as des ancêtres depuis l'âge des cavernes. Il n'y a jamais eu d'interruption dans ta chaîne d'ancêtres. Jamais. Si quelqu'un avait eu une interruption dans la chaîne de ses ancêtres, il ne serait pas là. C'est aussi simple que ça. Tous les gens qui sont présents et tous les gens que vous croisez dans la rue ont en commun le fait d'avoir une lignée d'ancêtres ininterrompue qui remonte jusqu'à l'âge des cavernes. Et dans cette longue, très longue chaîne d'ancêtres,
Il y a eu également dans ta lignée des héros. Il y a eu des gens qui ont été abusés, qui ont été mis en esclavage. Dans notre lignée d'ancêtres, qui ont été des victimes de l'esclavage, il y a eu des salopards, il y a eu des violeurs de femmes. Ben oui, il y en a eu. Il y a eu des abuseurs, il y a eu peut-être chez nous, dans nos lignées, des gens qui ont mis des gens en esclavage. Tes ancêtres qui ont été des trafiquants d'esclaves, tes ancêtres qui ont été personnes mises en esclavage, c'est des épiphénomènes dans la longue lignée d'ancêtres qui sont derrière toi. Donc, honore tous tes ancêtres. Ne sois pas focus sur ceux qui sont problématiques avec toi, ou ceux qui te heurtent. Tes ancêtres, c'est une chaîne ininterrompue d'êtres humains auxquels il faut rendre hommage et auxquels dont il faut prendre soin. Y compris les problématiques. Y compris les problématiques font partie de la longue chaîne d'ancêtres qui t'accompagnent et qu'il faut honorer. C'est très intéressant tout ce qu'on dit aujourd'hui et c'est tellement bien de se rendre à tellement d'événements où on entend des messages très forts de la part de personnes très intéressantes. Mais Jean-François, je voudrais que tu nous dises aujourd'hui qu'est-ce que tu veux que les gens dans cette assemblée aujourd'hui prennent avec eux, ramènent chez eux. En résumé, quelle action est-ce que l'on aimerait voir finalement? Parce que c'est bien joli d'avoir toutes ces conversations, mais est-ce que tu as des plans d'action que l'on peut réellement mettre en place? Écoute, moi je vais repartir avec, en mesurant le travail qui reste à faire, en ayant la mesure de ce qui reste à faire, en ayant l'humilité de voir que ce que je fais n'est suffisamment pas suffisant et qu'il faut que je continue à faire. Moi j'ai la chance que ces problématiques ne m'abandonnent jamais. C'est-à-dire que là on est quel jour? On est dimanche. Demain c'est Bank Holiday en Angleterre, je ne travaille pas, de toute façon c'est férié demain. Mais mardi matin, je vais me retrouver dans mon bureau à travailler sur la meilleure façon possible de présenter les thématiques de l'esclavage à un public qui n'a jamais entendu parler d'esclavage. Et mon quotidien va continuer à travailler sur ces problématiques-là. Sauf que, comme j'ai passé ce temps aujourd'hui, mon quotidien mardi sera enrichi de ma rencontre avec toi, de ma rencontre avec Robert, de ma rencontre avec John, de ma rencontre avec Tom, des discussions que j'ai eues avec la salle. Mardi, quand je vais travailler, j'aurai en tête le discours de... C'est Tony? C'est comment? Yves. J'aurai en tête la question de Yves qui me rappelle que, tu vois, moi par exemple, je suis dans un musée qui parle de l'esclavage, c'est mon travail au quotidien, c'est ce que je fais toute la journée, tu vois. Donc, quand quelqu'un dans la salle me dit, mais il se passe rien, il m'a challengé, il me dit, mais pourquoi il se passe rien? Yves me dit, mais moi je viens ici, j'entends quelqu'un me dire dans ma face, mais pourquoi il se passe rien? Alors que moi, comme c'est mon quotidien, j'ai l'impression que je fais, que ça avance, j'ai du public, j'ai des audiences, ça marche, j'ai des signatures, les gens visitent. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui marche. Quelqu'un me dit, ça marche pas, il se passe rien, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, mardi, je vais retourner à mon bureau, mais mardi, je serai plus riche de cette interrogation-là, et je me dirai, Jean-François, il faut continuer et faire plus. Donc voilà, tangiblement, je repars enrichi de ces rencontres-là. Alors peut-être qu'au niveau de comment l'État français considère l'esclavage, ça ne change rien du tout. Ça change peut-être rien du tout, mais moi, ça m'a fait grandir un petit peu plus. Et nous aussi. Voilà, on va peut-être conclure parce que l'heure est leur tour. Depuis hier, on vit des moments extrêmement forts, émouvants, riches. Je voulais juste te dire avant, c'est Pierre, Dieudonné et toute l'équipe qui ont préparé, mais nous, les amis de la vie, nous sommes contents, nous sommes les lecteurs du journal La Vie,
Et nous sommes très très heureux d'avoir été partenaires de cette opération et on en redemande. Vraiment. Nous avons mis en place, depuis 2001, je travaille avec Pierre sur créer une communauté de paroles de descendants pour essayer de faire avancer les choses, de bouger les choses en France et surtout à Nantes. Effectivement, on peut parler de Nantes. Nantes a été le premier port du royaume. Nantes a été à l'initiative aussi du mémorial de l'abolition, et je le précise, c'est de l'abolition. Je trouve, étant descendant, effectivement, c'est complexe et compliqué, même pour moi, d'en parler de l'esclavage. Ça a été quand même difficile, et jusqu'à maintenant, c'est très difficile. Il faut savoir, tout ce que vous voyez, tout ce qu'on a financé, ça a été financé par nous-mêmes, pas de subvention, beaucoup d'hypocrisie, il faut le dire, beaucoup d'hypocrisie. Et je pense aujourd'hui de voir ce qui s'est passé, les deux rencontres de hier et aujourd'hui, très riches avec beaucoup de personnes qui ont participé à cet événement, montrent encore il y a un engouement de vouloir savoir plus et apprendre plus et pour essayer de bien vivre ensemble. Et ce que dit Jean-François aujourd'hui, ce que dit aujourd'hui pratiquement toutes les actions, toutes les, je dirais, prises de parole de cet après-midi et hier nous montrent encore on a un chemin à parcourir et c'est long et c'est difficile. C'est vrai, je commence à être fatigué parce que pratiquement 34 ans de bataille, j'ai envie de passer la main à des jeunes. Je ne vais pas m'arrêter là, il y a beaucoup à faire et j'ai envie de continuer comme Jean-François le disait, je suis un homme habité. Je suis un homme qui les ancêtres me parlent. Je continue, pendant que je suis là, je suis en train de réfléchir, écrire et de dire que l'année prochaine, on va faire sous 4 jours un colloque qui va démarrer sur la réparation à Nantes. La réparation, parce que Nantes a été le premier port du Royaume de France, il faut que ça soit démarré à Nantes, avec pratiquement les organisations qui travaillent sur cette histoire de l'esclavage. Et Robert, effectivement, je vais solliciter Robert, je vais solliciter John, je vais solliciter Tonika, je vais solliciter Pierre, je vais solliciter Monique et Katharina, je vais solliciter toutes les structures, Jean-François, et ça me fait plaisir d'avoir mon compatriote Jean-François parce que je ne me sens pas seul. Jean-François, merci parce que tu as accepté, depuis notre rencontre à Londres, de vouloir être à Nantes avec nous pour m'aider à porter le flambeau. Parce que le flambeau, il est difficile à porter. Le mât de la fraternité, je tiens à le dire, il est très important pour nous. Si on arrive à le mettre, et il faut qu'on allume le mât avec le grand colloque l'année prochaine, le premier mât à Nantes, effectivement, nous sommes en train de travailler sur toutes les villes, les pays qui vont prendre le mât, ce mât de la mémoire, ce mât qui représente les valeurs et la défense des droits de l'homme. On aura quelque chose de visible, tangible, comme tu dis, on peut toucher et les gens pourront prendre conscience. Et là, le flambeau à la réparation, ce serait le moyen pour mettre ce mât à la réparation dans toutes les, je dirais, les pays comme le Portugal, et je dirais l'Espagne, la Hollande, tous les pays qui ont pratiqué l'esclavage. Il y a un mât qui est là pour dire, oui, nous sommes des descendants. Il faut une réparation, nous devons aller vers un bien vivre ensemble. Et je vous appelle tous à nous suivre, tous à prendre le flambeau avec nous, tous à rejoindre Pierre, qui est tout seul comme descendant. Et pour la comité, je dirais la comité de parole des descendants et des descendants. Venez avec nous, c'est important. Aidez-nous. Pierre, il a 84 ans, nous ne sommes pas éternels. Et moi non plus, je ne suis pas éternel. C'est vrai, je parle avec force. Parce qu'il faut dire que mes aïeux me parlent derrière. Ils me disent, pousse, il faut y aller. Et je vous demande encore, joignez-nous, soutenez-nous. Nous avons besoin de vous. C'est ensemble que nous allons construire l'avenir. Parce que seul, je suis rien. Mais ensemble, on ira loin. Je vous dis merci encore de votre présence aujourd'hui pour nous soutenir. Et je souhaite aussi, je fais un appel à la ville de Nantes. Normalement, je rencontre le maire de Nantes la semaine prochaine. Au bout de 10 ans,
qu'elle a au pouvoir. 10 ans, elle souhaite me rencontrer. 10 ans pour essayer de discuter, pour voir comment nous pouvons construire ensemble. Et c'est ce que je propose, qu'on puisse le faire ensemble. Et je fais un appel aussi à mes compatriotes. Il ne faut pas penser que Dieu donné, nous sommes tous dans le même bateau. Là même, si j'échoue, ils ont échoué. Et nous devons pas échouer. Nous devons continuer à porter le flambeau pour honorer la mémoire de nos aïeux. Et je rejoins John aussi. Je tiens à remercier John qui est présent. Parce que John nous a accueillis aussi en Angleterre. Laura qui n'est pas présente aujourd'hui. Georges qui n'est pas présent. Et c'est grâce à eux aujourd'hui que nous sommes en train de faire ce travail avec Pierre. Et je dis, John, on a encore une histoire, je dirais une page à écrire ensemble. Je dirais, Robert, on a une page à écrire ensemble encore. Sur la réparation, on a besoin de vous. Jean-François, on a une page à écrire. Et on pense qu'on va changer les choses grâce à vous. Je vous dis encore merci d'être avec nous à Nantes. Tonika et Katharina, merci encore d'être là. Et je tiens à remercier aussi la traductrice, parce que c'est très bien, vous êtes deux. C'est grâce à vous que vous pouvez faire passer. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. Je suis très ému parce que je trouve que ce week-end s'est passé d'une façon qui a dépassé ce que j'espérais. Bravo Pierre. C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les oublier quand je suis parti de la ville de Nantes. Je croyais chercher du bois de charpente, mais ce bateau vendait de la chair humaine. Dieu me pardonne, la route du bois d'ébène. Oh, oh, oh. C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les oublier en arrivant sur les côtes africaines. J'ai vu des hommes enchaînés par dizaines, et malheureux sont traités comme des bêtes. La nuit, le jour, sans pitié on les fouette. C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les oublier. La traversée n'est pas une croisière. Au fond des cales, c'est bien pire que l'enfer. La mort ici les frappe chaque jour, et les plus faibles qui passe tour à tour. Oh, oh, oh. C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les oublier. C'est sur le port d'une ville américaine que j'ai laissé ces hommes nus dans leur chaîne. Depuis ce jour, la mémoire